Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aldric, comment vas-tu? Et deuxième question immédiate, est-ce que Jordan est mort? Salut Brian, salut Chris, très bien. Ravi de faire cette vidéo avec vous et non, à ma connaissance, Jordan n'est pas mort. Très bien. Brian, comment vas-tu? Et est-ce que Jordan est mort? Ça va bien, j'avais pas compris, je cherchais un jeu de mots avec Zebo, mais en fait, non, il n'y a pas de jeu de mots dans l'histoire. Euh... Ah, Zebo cherchait, je trouve pas de Ah, jeu pas de mots. mal, pas mal. Euh... Jordan est... Ouais, ça va être dur, ça va être compliqué. Intéressant, j'ai deux réponses différentes. Ça me plaît pour commencer le podcast. Comme d'habitude, les amis, on va d'abord faire un tour d'horizon sur qui est Cédric Doumbé, qui est Jordan Zebo, et puis on va se lancer dans les forces, faiblesses et les game plans, et on va peut-être avoir quelques digressions parce que j'ai pas besoin de justifier, j'ai pas besoin de continuer ma phrase après le parce que tout le monde comprend pourquoi. Alors, Cédric Doumbé, 7 victoires, une défaite dans des combats pour la ceinture du Glory. Sa seule défaite dans ces combats title shot pour le Glory, c'est face à Murtel, qu'il avait déjà battu avant et qu'il a battu après. Donc, il a gagné la belle contre ce dernier. En kickboxing, il est à 75 victoires, 7 défaites d'après Tapologie, d'après Wikipédia. Je sais pas si ça référence absolument tous les combats, mais très très grosse expérience au kickboxing au plus haut niveau, puisque pour ceux qui ne suivent pas, le Glory c'est un peu l'équivalent UFC, on va dire pour le sport du kickboxing, c'est là où tout l'élite se trouve et donc être champion assez dominant quand même, c'est quelque chose. Aujourd'hui en MMA, il a 4 victoires, 0 défaites, que des victoires par finalisation dans le premier ou dans le deuxième round ou à l'entre deuxième, troisième round. Il n'a pas encore affronté de gros noms, mais personnellement, je trouve ça normal. D'un point de vue management, c'était la chose qui était tout simplement à faire pour le lancer dans ce sport qui est quand même nouveau, même s'il peut garder des sacrées bases du kickboxing. Brian, toi, t'en penses quoi de son début de carrière? Tu trouves ça normal aussi ou tu trouves que il aurait dû se lancer plus rapidement contre des gros noms? Non, non, je trouve ça tout à fait normal. Il arrive, bah voilà, il a fait, il fallait savoir un petit peu comment il gérait et la pression et le fait d'être en MMA. Et non, je trouve ça normal. Je trouve que 4-0, là, il commence à prendre des noms un peu plus challengeants, on va dire ça comme ça. Et non, c'est bien. C'est une bonne Parfait. gestion de carrière pour l'instant. C'est ça, c'est très facile de le critiquer, mais je pense que tout le monde dans ses chaussures aurait fait la même chose avec un management aussi intelligent que le sien. Du côté de son adversaire, on a Jordan Zebo. D'après Tapologie, on est à 6 combats amateurs. D'après son Instagram, on est à plus de 30. Alors j'imagine qu'il y a du pancras là-dedans qui est non référencé. Donc voilà, quoi qu'il en soit, potentiellement une grosse expérience avant de passer professionnel. Mais aujourd'hui, en professionnel, il a le même palmarès que Cédric Doumbé. 4 victoires, 0 défaite. Une victoire par soumission dans ses débuts, c'était une guillotine. Une victoire par KO dans son tout dernier combat contre Marie Sardi. Et 2 victoires à la décision dans son deuxième et troisième combat, c'était déjà à l'ARES. Aldric, est-ce que tu penses que Zebo est le plus gros challenge en MMA pour Doumbé à ce jour? Et vice-versa, est-ce que tu penses que Doumbé est le plus gros challenge pour Zebo en MMA? Je vais te répondre oui pour les deux et je vais expliquer pourquoi. Jordan, moi c'est quelqu'un que je connais bien, je l'ai eu en équipe de France IMAF, je crois que ça date de 2020, quelque chose comme ça. C'est un garçon qui a effectivement beaucoup de combats amateurs auparavant sur le circuit français aussi, qui n'hésitait pas à faire toutes les compétitions qui lui étaient proposées. À partir de là, moi il y a deux angles qui m'intéressent particulièrement dans cette opposition. La première, bah, c'est le premier vrai Walter que Cédric Doumbé va affronter. Euh, on va faire abstraction de son premier combat parce que c'est un peu un, j'aime pas parler comme ça, mais c'est un influenceur qu'il a pris Arbi et IF là. C'est le sosie de Conor McGregor en fait en gros dans les pays russophones. Donc il est surtout connu pour ça et c'est pas un combattant du tout. Mais par contre par la suite que ce soit Title Shy, très bonne expérience, mais pas du tout sa catégorie. En étant totalement honnête, Title c'est un 66 à tout casser. Il le sait. Je sais que parce que c'est aussi un ancien de l'IMAF. J'ai eu pas mal de. Je lui ai fait des remontrances là-dessus. Je dis c'est pas ta KT 70 déjà, donc imaginez 77. Je pense qu'il en est de même pour Florian Burillon, qui n'est clairement pas un 77 et qui en plus avait, je crois que ça avait été un catchweight à 82 si je dis pas de sottises. Donc voilà, il y a un combattant très complet et il y a également un combattant qui a le poids à peu près UFC,
moment de ses combats, puisqu'on sait, il le dit lui-même, hein, c'est pas un secret que je trahis. Aujourd'hui, Jordan, il fait 86 et 88 day of fight. Donc voilà, il y a un garçon qui est complet, qui a de l'expérience amateur et qui sait lutter, et qui progresse à chaque combat. On parlait en off si tu regardes l'évolution de ses combats, il y a des progrès très nets faits. C'est un garçon qui dort à la salle, qui est extrêmement travailleur et qui est, je pense, un des mecs au Factory qui passe le plus de temps sur les tatamis. Donc il y a une évolution à chaque combat. Il y a un capital lutte qui était déjà fort intéressant, puisque c'était sa win, même si contre Maris Hardy ça a été du pied-point, sa win condition principale c'était quand même sa lutte auparavant. Et il y a un vrai gabarit, donc on va pouvoir voir si Doumbé a fait le travail, si Cédric Doumbé est un 77, et qu'est-ce que ça fait quand il rencontre un mec qui a plus de 85 kilos le lendemain. Donc pour ces interrogations-là, moi je suis très hypé par le combat. Et si on prend de l'autre côté, avant de vous laisser la parole, c'est vrai que Maris Hardy, le Brésilien qu'il avait eu à l'ARES, ce sont des garçons solides d'un point de vue national. Et là, pour Jordan, c'est un adversaire avec un palmarès international. C'est un des meilleurs strikers qu'on peut trouver sur le circuit MMA aujourd'hui. Donc voilà, l'opposition est double. Mais pour Cédric, il y a aussi beaucoup de questions à se poser, c'est sûr. Alors j'ai commencé par une blague parce que c'est intéressant que tu dises que Zebo est environ à 85 kg le jour du combat, parce que c'est le poids de Cédric Doumbé le jour de la pesée. C'est pas faux, il a déjà eu beaucoup de problèmes. Il a déjà eu beaucoup de problèmes avec le poids. C'est vrai que ça c'est un point, c'est un de mes plus gros points d'interrogation, c'est voilà sa gestion du poids du côté de Cédric Doumbé. Je pense que là, il est vraiment temps maintenant qu'il est au PFL de professionnaliser son approche, de s'assurer de non seulement réussir le poids, mais de réussir le poids sans se poser de questions et de manière saine, avec pas une déshydratation qui va le tuer. Donc là, c'est vraiment dans son intérêt de professionnaliser l'approche du weight cutting. Et deuxième point que je vais relever par rapport à ce que tu as dit, parce que je vais sauter dessus. En fait, je vous avais dit hier, j'avais du mal à lancer le combat de Maris Hardy contre Zebo. L'UFC Fight Pass voulait pas me laisser le regarder. Et grâce à Brian, j'ai pu trouver l'événement complet de l'ARES 15 qui m'a permis de le regarder. Mais en regardant Jordan contre Nascimento, j'avoue que j'avais très 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 peur pour Jordan dans ce combat, et en voyant après son combat contre Sardi, j'ai vu une énorme progression et du coup j'ai plus très 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 peur, j'ai juste peur. Ça donne un peu ça donne un peu la suite du podcast. On va passer au pourcentage. Qui est-ce qu'on donne favori et à quel pourcent? Brian, j'ai rien contre toi, mais je vais commencer avec toi. De toute façon, tout le monde sait qu'on a une honnêteté intellectuelle sur la chaîne et qu'on va tous donner les stats qu'on avait notées sur nos papiers ou moi dans mon script ici. Brian, est-ce que tu donnes Doumbé favori ou Zebo? Et si tu dois mettre un pourcentage, quel pourcentage ciblerais-tu? Alors pour moi, je vois Cédric Doumbé favori sur ce combat-là. En termes de probabilité, je le vois favori à 60%. Donc on reste relativement proche dans la balance. Les deux scénarios sont possibles, mais je vois un léger avantage pour Cédric Doumbé, et j'expliquerai pourquoi. Merci de ne pas laisser de spoiler et qu'on garde ça pour la suite pour s'assurer que les gens continuent à écouter cette vidéo. Aldric, de ton côté, qui est-ce que tu donnes favori, si tu donnes un favori, et à quel pourcentage? 50-50. 50-50, c'est un bourbier pour Cédric, on le dira pourquoi après. Enfin, j'expliquerai ma vision des choses, mais c'est un bourbier. Intéressant. Alors malheureusement, je vais pas être une personne qui est un troisième avis et qui va donner Zebo favori. Je donne aussi Doumbé favori. Après avoir vu le combat contre Nascimento, sans avoir vu contre Sardi, je me rapprochais plus du 70-30. Et là, après avoir vu le dernier combat, je me suis rapproché totalement du 60-40. Donc je rejoins Brian. Mais je vais mettre un gros mais ici en gras, en majuscule. On n'est pas sur des combattants UFC pour lesquels on a une carrière étendue, qu'on a pu voir challenger face à différents types de profils. C'est un combat où on va devoir spéculer énormément, et je trouvais que cet exercice de donner un pronostat très 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 complexe, on pourrait rentrer dans un combat où au final on se dit bah non, ça valait un 90 pour Zebo ou pour Doumbé, parce que en plus de ça c'est une opposition de style. On peut se mettre d'accord là-dessus, je pense. Il y en a un qui
qui aura une stratégie axée sur il faut passer un minimum de temps debout, et l'autre qui aura une stratégie faut passer un minimum de temps au sol. Et donc sur ce genre de cas de figure, on pourrait avoir une grosse domination par un des deux, alors que nous, on est plus sur du combat très très serré sur papier avant qu'il ne se produise. Brian, tu veux dire quelque chose par rapport à Ouais, ça? ben, je pense que, enfin, là, la probabilité de victoire, ça doit pas être la représentation du combat, hein. Donc, un 50-50, un 60-40, et je pense qu'on l'expliquera et qu'on sera tous d'accord, c'est une pièce, pile ou face, tu la jettes. Si ça passe sur pile, bah, c'est 100% pile. Si ça passe sur face, c'est 100% face. Ça tombe pas sur la tranche, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Le soir du combat, ce Donc, sera un 100-0 pour le vainqueur. Ça, c'est oui, sûr. voilà. Et je pense que sur ce type de combat, on pourrait avoir, malgré le fait qu'on soit tous d'accord pour que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, celui qui va emmener dans le domaine de l'autre va sûrement dominer son adversaire. Je vois pas forcément un combat très serré, moi, dans le Hmm. sens. Ok? Ouais, mais c'est ça. Donc, C'est typiquement une opposition de style où tu en as un qui est ouais. largement supérieur à l'autre dans son domaine et vice-versa. Et l'inverse est correct aussi. Mm. Je vais inverser mes notes puisque Aldric, en off et en début de podcast, tu dis que tu as un peu travaillé avec Jordan. Donc, Aldric, je reste chez toi et je vais te demander de m'établir le profil sportif du coup de Jordan. Jordan Zebo, c'est un. Ouais, donc, pour moi, c'est vraiment le prototype du fighter moderne. C'est un jeune qui travaille énormément, mais vraiment, capacité de travail hors norme. Je pense qu'on dépasse les 20 heures par semaine. Il se gère bien. Moi, au début, j'étais même un peu craintif, tu vois. Je trouvais qu'il en faisait peut-être trop ou qu'il allait rapidement se mettre en overtraining, mais c'est pas le cas. Les années passent et je pense que Jordan, est éduqué, voire même diplômé. C'est quelque chose que j'ai jamais évoqué avec lui, mais je pense qu'il a de très très bonnes connaissances en prépa physique, en nutrition et en récupération, puisqu'il ne se brûle pas les ailes d'année en année. Il a un physique très massif, mais malgré tout, je trouve qu'il est durable dans ses combats et capable de fournir un effort constant. Tu en parlais, combat contre le Brésilien là, et c'est vrai que les contrôles au sol sont perfectibles, mais malgré tout, tu sens quand même que il est durable dans l'effort malgré cette masse musculaire qui est particulièrement imposante pour un 67 kilos. C'est un peu le Sean Brady black et français, je trouve, Jordan. Après, effectivement, au niveau des contrôles, moi j'ai trouvé que c'était limite sur ce combat-là, mais que ça progressait très nettement par la suite. Et donc, je trouve qu'il y a une évolution vraiment impressionnante de combat en combat. Et c'est pour ça que sur l'évaluation que j'ai tâché de faire, moi je me suis vraiment focus. J'ai pas regardé de Cédric Doumbé au Glory exprès parce que je trouve que ça biaise un petit peu l'analyse. J'ai regardé Jordan, ce qu'il a proposé sur ses 4 combats, et j'ai regardé ce qu'a proposé Cédric sur ses 4 combats de MMA. Et je vois pas du tout une différence si importante. Et je trouve que Jordan nous a coché pas mal de cases. Donc on a parlé de durabilité, on a parlé de striking et de déplacement contre Maris Sardi, qui est vraiment un garçon avec un très bon niveau. Alors, certes, pas du tout Cédric Doumbé, et le but c'est pas du tout de comparer l'un et l'autre, mais je trouve qu'il a montré le high kick, tout ça, on va laisser de côté. Pour ceux qui n'ont pas vu le combat, c'est un finish en high kick avec un pied-point très solide. J'ai plus focus sur les déplacements parce que pour moi, c'est l'arme dont il va avoir besoin pour échapper un petit peu à la foudre de Cédric. Et j'ai trouvé ça très intéressant et surtout novateur. C'est quelque chose qu'il avait peu ou pas montré pendant ses combats. Que ce soit l'IMAF ou que ce soit ses débuts en pro, c'était un petit peu statique, voire même en 2 dimensions, tu vois, c'était soit devant, soit derrière. Il n'y avait pas beaucoup de footwork, il n'y avait pas de déplacement antéro-postérieur. Et je trouve qu'il a coché ces cases-là contre Maris Sardi. Son expérience IMAF, c'est 3-4 combats, c'est pas énorme. C'est du junior, mais il a fait aussi beaucoup d'amateurs à côté. Et je pense qu'aujourd'hui, il a les épaules qui sont suffisamment solides et je le trouve assez relâché, moi, parce que le Ares, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est quand même un gala où il y a une pression importante puisque c'est des chocs franco-français, parce que c'est une exposition très importante, parce que c'est une salle qui est proche des combattants et non, il y a beaucoup de pression quand même. Combattre à Arès, c'est pas facile. Et je pense que à ce niveau-là, il a déjà un léger avantage. Je vais pas du tout cracher dans la soupe. Moi, j'aime bien le MMA-GP aussi et Abdel Kaznaj, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je pense que c'est pas tout à fait le même niveau de pression.
quoi qu'on en dise. Et qu'à ce niveau-là, Jordan, il a un petit avantage. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu à maintes reprises, parce que je pense qu'il y aura énormément de pression ce soir du 30 septembre. C'est clair. On y viendra peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais par rapport à la communication de Doumbé, il se met face au mur en termes de pression. Automatiquement, chaque fois qu'il va combattre, il y aurait une énorme pression sur lui. On le voit d'ailleurs déjà sur Twitter, les gens parlent de le jour où Cédric perd, il y aura une session vanne qui sera monumentale et on en parlera peut-être un peu plus tard, comme ça on peut compléter ici sur les profils sportifs. Moi, pour Zebo, je trouve il y a un peu ce côté, c'était son 4e combat professionnel en MMA. Il n'a pas une expérience professionnelle dans un autre sport, contrairement à Cédric Doumbé. Et je trouve qu'il approche le combat de manière relativement mature dans son approche. Donc, on voit qu'il est posé. Comme tu dis, son jeu a évolué, ses déplacements. Limite, quand il est à distance, il fait un tout petit peu penser à Whittaker, tu vois, rebondir légèrement, être prêt à exploser, travailler en burst, mieux gérer son énergie par rapport à ce qu'il a produit contre Nascimento, où il s'est grillé tout seul, hein, je trouve, dans le début. Par contre, on sent quand même qu'il est encore un tout petit peu vert si on compare à des combattants plus expérimentés, hein, évidemment, ce qui est normal dans ses contrôles. Comme tu l'as dit, je pense qu'il précipite pas mal de positions. Il essaye d'être peut-être un peu trop agressif, ce qui laisse beaucoup d'ouverture pour ses adversaires pour bouger au sol. Et donc, tout ça sera évidemment à travailler parce que s'il arrive à amener Cédric Doumbé au sol, là, il n'aura pas le choix. Il devra stabiliser et garder la position à tout prix avant même de scorer des dégâts. Brian, est-ce que tu as des points à ajouter par rapport à Jordan? Et je te lance directement, tu peux compléter Jordan et initier le profil sportif de Cédric Doumbé. Ouais, bon, pour Jordan, je voudrais juste repréciser que c'est un gaucher. J'aime bien toujours le préciser. C'est un gaucher. J'allais le dire, ouais, bien vu. Donc, alors moi, je l'ai défini avec 2 mots. J'ai défini en tant que shooter-kicker. Je vais vous expliquer, et pas juste vis-à-vis du combat de Maris Sardi, parce que j'ai trouvé ses kicks très bons, et je me suis dit, il y a quelque chose derrière. Et en creusant, eh bien, il a un passif dans le karaté, et donc je le définirais vraiment comme un shooter en lutte, donc vraiment lutte, comment on appelle ça, lutte olympique entre guillemets, pour mettre au sol, et type karatéka. Donc karatéka kicker. Tu l'as dit sur les déplacements, c'est pas des déplacements de taekwondo, même si ça peut ressembler. On est vraiment plus dans du karaté. Burst, c'est les Explosion. Rentrer ouais, ouais. soudainement dans une distance où tu peux Donc, frapper. Ouais. ouais, donc les bursts, moi j'ai noté blitz aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans le karaté. Et Je vois ça comme des effectivement, synonymes. voilà. Et effectivement, quand on cherche, eh bien, on découvre qu'il a fait du karaté, qu'il utilise beaucoup de techniques de son passé de karaté. Et je pense que ces kicks, quand on regarde loin dans sa carrière en amateur, il les utilisait encore mieux. Et ça annonce du très très bon pour la suite, parce que la manière dont il les a utilisés contre Maris Sardi, c'était magnifique. Et j'ai retrouvé des vidéos où il les utilise et il est très très bon. Donc moi je le définirais comme ça. Et par contre, je pense que son énorme lacune, c'est le grappling, mais dans tous les domaines. Euh, j'ai cherché encore des vidéos parce que je me suis dit, attends, il a peut-être un petit peu un niveau en compétition, comment il est sur le dos. Et pour moi, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible le grappling. Donc, vous avez parlé des contrôles, donc, des mauvais contrôles au sol, dos au sol. On l'a vu sur ses combats amateurs. Enfin, moi, j'ai trouvé des vidéos sur ses combats amateurs où je trouvais que c'était pas terrible. Alors attention, comme l'a dit Aldric, il travaille beaucoup, il progresse beaucoup. Il y a des informations comme quoi il s'entraîne au club Infinity Jiu-Jitsu. Et il travaille beaucoup son sol, donc il a une grosse marge de progression, et donc moi je l'attends aussi là-dessus, quoi. J'espère qu'il aura bien bossé. Voilà. Ça, c'est comme ça que je le définirais. Il a des combinaisons un peu plus précises qui viennent, mais c'est comme ça que je le définirais. Et donc justement, c'est peut-être un combat intéressant pour lui parce que ça va lui permettre justement de maximiser un peu son entraînement sur les contrôles, le grappling et améliorer cette partie-là de son jeu parce que on en parlera quand on viendra sur les game plans, mais c'est clair, ce serait clairement une erreur d'aborder le combat en disant je vais striker avec Cédric Doumbé. Alors est-ce qu'il a aucune chance debout? J'irai pas jusque là. Non. Ça reste du MMA, mais c'est pas là où il a le plus de chances de gagner et de très très loin. Brian, est-ce que tu nous fais un petit profil de Cédric?
Alors, Cédric, bon, je pense que beaucoup ont déjà vu comment il combat, même ceux qui l'ont découvert sur le cercle, là, le truc de télé-réalité. Mais donc c'est un boxeur kickboxer, mais je le définirais plus comme un boxeur maintenant. Il utilise de manière parcimonieuse ses kicks. C'est un droitier. Il a une particularité dans sa boxe, en tout cas dans sa boxe en MMA. Pareil qu'Aldric, moi j'ai surtout regardé ses combats en MMA. C'est que il va travailler la tête beaucoup plus en avant, front en avant, tête sur la gauche. Alors ça moi j'adore utiliser cette approche-là en boxe MMA. Donc la tête sur la gauche quand vous êtes droitier, ça vous permet d'avoir une droite plus rapide parce que l'épaule droite est beaucoup plus en avant et une gauche, donc le jab plus puissant parce qu'elle est déjà préarmée entre guillemets. Donc bien évidemment ça rend les kicks un peu moins disponibles forcément. C'est une très belle approche aussi pour le MMA pour avoir des sprawls réactifs sur des shooters longs et on l'a vu sur ces combats, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit un bon lutteur défensivement, face à un bon lutteur, il se ferait mettre au sol relativement facilement. Mais face à des shooters qui ont juste une entrée, hein, j'ai écouté le podcast, là, le tunnel du lutteur, bah, pour des mecs qui shootent en double leg sur ce tunnel et qui savent pas derrière comment développer, ça sera largement suffisant. Excellent pour cadrer. On va reprendre un petit peu ton expression. Moi, je l'ai vu au niveau du sol. Euh, dans sa défense, il est sur du ground is lava, donc refuser le sol et ça brûle et c'est une bonne stratégie. Et voilà un petit peu, il travaille en mettant de la pression, il est capable de boxer en contre. Moi je le trouve excellent, hein. Franchement en striking, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est pas surcoté. J'ai toujours trouvé qu'il était excellent et même dans ses derniers combats, il est largement au-dessus. Il y a rien à dire là-dessus. Mm, mm. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais juste compléter évidemment parce que vous dites que vous avez tous les deux concentré votre analyse sur sa Mhm. partie MMA. Euh, Même en kickboxing, il était fort axé sur l'anglaise. C'était un de ces kickboxers qui envoyait très très peu ses jambes. Donc ça justifie pourquoi il a une si bonne anglaise déjà en MMA. Et puis là, je vais peut-être réinsister sur ce que tu as dit. Je trouve que son cross-counter est incroyable. Super bon timing, très belle vitesse, belle précision. Dans ses frappes aussi, belle précision. Et alors, il vient en MMA avec cette approche j'oublie pas que mon adversaire a un corps. Ce qui est Mhm. souvent le cas en Mhm, MMA où on a mhm, mhm. beaucoup de chasseurs de tête et forcément avec son passif de kickboxer où on vise beaucoup plus le corps, il ramène ça et j'apprécie beaucoup. Et alors, moi, le seul point que j'avais noté, où je te rejoins, il est vraiment en mode ground is lava, même peut-être encore plus chaud que lava. Ça le rend ultra réactif sur ses sprawls, ce qui le rend difficile à lutter pour quelqu'un qui shoot de loin. Mais par contre, il est tellement réactif que je me demande s'il n'y a pas une ouverture à trouver sur des feintes en lutte, parce que ça Mhm, pourrait mhm. créer des ouvertures. Ça, je l'ai mis dans ma partie game plan, mais ça, c'est quelque chose que j'ai noté. La réactivité est ouf, mais je me demande s'il n'est pas en mode un peu trop grand lava et il appréhende peut-être pas un Mhm, peu trop de se retrouver sur son dos. Et donc, j'espère que au fil du temps, il va prendre un tout petit peu plus confiance sur son jeu au sol, ce qui lui permettra peut-être d'être moins réactif et de laisser moins de portes ouvertes sur ses sprawls justement qui pourrait, enfin son adversaire pourrait capitaliser là-dessus. On en parlera peut-être un peu plus plus tard. Euh, Aldric, est-ce que tu trouves que ce que Brian et moi avons dit, ça complète totalement ou il y a un petit point à rajouter? Non, non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je relève juste une question en fait pour moi pour l'instant sur le striking je valide à 100%. En fait, la seule vraie question c'est euh, pour moi il a fait face à un seul vrai 77, c'est Pavel Klimas. Et j'avais trouvé déjà le striking pas un cran en dessous, mais tu sentais que c'était moins, ça faisait moins la diff. Il a eu du mal à le mettre en place. Ça a été tardif, tu vois, la différence. Et il y a eu une dépense énergétique très importante. Donc c'est pas c'est pas une critique, c'est une question. Il faudra mhm, mhm. on aura des réponses de toute façon le 30 septembre au soir. Mais si tu regardes, Louis, notamment contre Title et contre Burillon, c'est très propre ce qu'il fait. Il y a de la variété. C'est c'est décisif et c'est très intéressant à regarder. Par contre, moi, j'ai trouvé ça
un step en dessous contre Klimas. Est-ce que c'est ce soir-là où il n'était pas forcément dans un bon soir, ou est-ce que c'est la réponse physique de Klimas qui lui a posé un problème? Ça, on aura la réponse. Je pense qu'on peut que le spéculer, on aura la réponse le 30 au soir. Ouais, il y a peut-être une réponse classique, ça reste de la spéculation, mais plus il va respecter la lutte de son adversaire, tant qu'il n'a pas confiance en son jeu sur son dos, plus il va devenir attentiste, a priori. C'est un réflexe classique, c'est très rare d'avoir des gars qui maintiennent leur volume debout et leur intensité debout, la volonté d'engager et de potentiellement exposer ses hanches face à des gars qui respectent pour le sol. Donc je pense que des Title et des Burillon, ils respectaient pas trop la lutte parce que voilà, on lui a trouvé des profils pour justement bien progresser et s'installer en MMA. Peut-être que Klimas, il commençait tout doucement à se dire, ok, ce mec-là, il vaut mieux pas qu'il m'amène au sol, et ça l'a rendu plus attentiste et ça a diminué un peu la qualité de son striking. Ceci étant dit, il est quand même allé chercher son finish dans la deuxième reprise, ce qui montre que au cours du combat, il a pris confiance, et je pense qu'il a pris confiance dès le moment où il a défendu correctement les premiers shoots de Klimas. On a vu que son striking revenait à son niveau plus le combat a avancé. Ça, c'est ma lecture de ce combat. Je sais pas si Brian, Ouais, Ouais. moi j'avais un petit point sur ce truc-là. Je trouve quand même que Cédric Doumbé, je pense qu'il est conscient que c'est pas qu'il a pas le meilleur cardio au monde, et je le trouve patient. Je le trouve patient dans ses approches de combat, et je pense qu'il y a dans la patience, le fait qu'il va construire les ouvertures pour finir, parce que c'est un excellent boxeur, donc il va chercher, comme tu disais, les différents niveaux, trouver les ouvertures, laisser le lutteur un peu se fatiguer, etc. Donc il a pas peur de combattre pendant un round et de trouver ses ouvertures au deuxième. Je le pense patient pour ces deux choses aussi. Patient parce qu'il sait que son cardio, il n'est pas infini, et qu'il doit s'économiser en soi. Et ça pourrait paraître un désavantage sur le papier, mais de l'autre côté, un Zebo, parfois je pense qu'il travaille beaucoup, il est confiant sur son cardio, mais il pourrait être des fois trop généreux. Et on l'a vu sur ses Oui, combats, possible. où il peut s'épuiser. Il y a une autre vidéo qu'on pourra parler, que je trouve très intéressante sur Zebo un peu plus tard, c'est celle sur Karate Bushido, où il fait un sparring, et je le trouve beaucoup trop généreux dans la minute, et où vite, je me dis, purée, s'il fait ça, ça va être chaud, quoi, la deuxième fois. Et il y a un autre point qu'on n'a pas parlé, c'est, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut spéculer, ça va être quand même sur le sol de Doumbé, sur le niveau au sol. Moi, il y a des petites choses qui m'interrogent sur Cédric Doumbé, sur son niveau au sol, c'est des basiques chez débutants. Je trouve qu'il a des positions qu'on retrouve beaucoup chez les débutants, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas du tout ses doigts de pied au sol, il est sur le plat de ses pieds, donc il n'a pas de pression. Il est beaucoup sur ses genoux, avec le pouvoir déporté vers l'avant quand il est dans la garde. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il veut vraiment pas aller au sol, c'est qu'il n'a pas encore le niveau. Mais Ce c'est qui pour me ça que semblerait logique. Ouais, c'est pour ça que j'espérais que Jordan soit bon sur son dos, tu vois. Mais je l'ai pas vu très bon sur son dos non plus, sur les rares vidéos que j'ai pu voir, tu vois. Ouais. Après, encore une fois, ce qu'on prend de l'entraînement, ça donne pas tout. Mais par contre, effectivement, sur des trucs basiques comme ça donne quand même un gros indicateur. Sur les pieds, non, c'est dans ses C'est dans ses combats. combats? Ah, c'est dans les Ouais, combats que tu fais ouais, ça, ok. ouais. Il y en a beaucoup qui se sont bloqués sur ses pieds qui étaient sales, tu vois, dans la cage, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ses doigts de pied étaient pas du tout actifs, tu vois. Il était, entre guillemets, pied plat, entre guillemets. Et avec les fesses au-dessus des genoux, plutôt que les fesses sur les talons. Et ça, c'est des mauvais indicateurs de grappling. Voilà. Ok, très bien. Effectivement, je pense que ça fait quand même maintenant 4 ans qu'il s'est mis au MMA, donc ça reste Ah oui. un débutant sur le sens large, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des basiques et des fondamentaux qui doivent être bossés, en tout cas déjà pour ce combat. Avant de passer au game plan, est-ce qu'on ferait une toute petite digression sur le fait que l'adversaire de Cédric Doumbé, c'est quelqu'un du MMA Factory. On connaît la communication de Cédric Doumbé, qui est très intense, qui est très trash talk, qui est très noire ou blanche. Est-ce que ça rajoute une pression des deux côtés
qui devrait être géré. Il y a cette petite guéguerre entre Doumbé et Fernand Lopez. C'est pas pour rien que le PFL est allé chercher quelqu'un du MMA Factory. Zebo, comment est-ce qu'il doit gérer ça? Parce que il a rien à voir avec cette histoire en soi. C'est juste un combattant de Fernand Lopez. Il se retrouve à recevoir des matelas avec prépare bien ton sommeil et des trucs comme ça. Et il y a pas mal de vidéos qui sortent du côté de Doumbé. Aujourd'hui, le trash talk fait partie du MMA. Et comment gérer ça? Je vais peut-être commencer par toi, Aldric, puisque bah, tu as des combattants qui doivent succomber de temps en temps au trash talk. Est-ce que ça peut les motiver? Est-ce que ça peut les déconcentrer dans leur préparation? Quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu as un avis sur la communication de Doumbé, sur le narratif autour du combat qui sort un peu de la cage? Bah, sur la com de Doumbé, moi, j'avoue que ça m'a fait. Moi, des vidéos qui sortent m'ont abusé. Clairement, tu vends bien le combat et là-dessus, alors je sais pas si c'est lui ou si c'est son community manager, mais force est de constater que je pense qu'il participe très nettement à la vente du combat, à la hype pour ce combat. Après, pour avoir vu Jordan et en équipe de France et dans les vestiaires d'Arès, tout peut se passer, hein, je suis pas dans sa tête, mais moi je pense que ça va glisser. Moi je pense que ça glisse et que je vais utiliser un terme un peu fort, mais c'est un peu comme Axel Sola. Alors c'est pas du tout le terme autiste que je vais utiliser, mais j'en ai pas d'autres. C'est des mecs qui sont focus sur leur fight. Tu vois, euh, tu vois Jordan, il fait son échauffement très méthodique, toujours le même, très chelou. Moi, je le trouve bizarre carrément son échauffement parce qu'il va même se remémorer. C'est rare des mecs qui font vraiment de la technique pure avant d'aller combattre. Et lui, c'est ce qu'il fait, tu vois. Il fait un échauffement long. Il fait de la répétition de gamme. Je prends le temps d'expliquer ça parce que voilà, j'ai pas comparé à Axel pour rien. C'est vraiment des gosses qui sont dans leur monde et et je pense que pour les sortir de là, il faut être très fort et malgré tout l'humour et la détermination que met Cédric pour essayer de rentrer dans sa tête, moi je pense que ça ne marchera pas. Et ce petit, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait où il va et je pense pas que ça a une quelconque influence sur son comportement le jour J. Nickel. De ton côté, Brian, parce que toi, je sais que dans ta carrière, de temps en temps, tu as fait des petits call-out, on va dire osés, sans manquer de respect, mais voilà, Ouais, tu mettais, voilà. Est-ce que du côté de celui qui applique le trash talk, il y a aussi une pression qui se rajoute du fait d'avoir parlé? Est-ce que ouais, c'est on n'est quelque pas chose du tout auquel tu sur le penses même. Non, non, On pas n'est du pas tout au du même tout sur le niveau, même mais niveau. Alors, moi, ce que je, Brian, il a offert quand, des quand, matelas aussi. non, 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 j'ai des oreillers seulement. Non, il y a du trash talk pour obtenir un combat. Qui se fait, et souvent ça s'arrête une fois que tu as obtenu ton combat, que c'est signé, et t'en fais pas plus, tu vois. Il y a du trash talk pour vendre un combat. Donc du pay-per-view, tu sais que c'est le soir du combat, les gens vont payer, etc. Et donc il faut vendre le combat, et tu peux aller jusqu'à la veille pour faire vendre le combat, tu vois. Et puis il y a Doumbé, qui a pas d'adversaire. PFL est annoncé, il est sur la carte et c'est sold out. Parce que les gens pensent que c'était pas sold out, mais c'était sold out 2 jours après qu'ils aient annoncé que Cédric Doumbé combattait et, et 2 semaines avant qu'on sache qui était son adversaire. C'était sold out. Alors, on a dit oui, il restait des places, il restait peut-être 50 places qui ont été revendues rapidement, comme on garde toujours, mais c'était sold out. C'était pas possible de prendre des places 2 jours après qu'on a annoncé. Donc, il a, en soi, son trash talk, c'est pas pour remplir, ça c'est fait. Je pense, comme tu dis, Aldric, que ça va avoir aucun effet sur Zebo. Zebo ne va pas arriver à vouloir surengager ou gagner rapidement par stress. Je pense que ça a aucun intérêt. Je pense que le trash talk de Cédric Doumbé est uniquement pour faire grandir encore sa hype, pour continuer à obtenir des plus gros chèques, etc., etc. C'est le personnage mais je pense que ça aura aucune influence sur le combat.
D'accord, Là. très intéressant. C'est intéressant d'en parler parce que ça fait partie du sport et c'est vrai que là, on partirait sur un objectif à plus long terme du côté de Cédric, c'est de continuer à remplir sa fanbase Ah et oui, la hype qui et il sait gravite que autour de lui. il a une équipe, il sait que ça fait rire, il faut faire des vidéos, on y va, on fait parler de soi, etc. S'il perd, de toute façon, derrière, tout le monde va vouloir comme avec McGregor, tu vois, aujourd'hui, même si McGregor a eu une fin de carrière qui commence à devenir compliquée, il continuera à vendre. Et donc, il y a ça aussi derrière, hein, c'est pas... Donc non, moi je pense que c'est vraiment pour faire grossir sa fanbase. Parfait. Merci pour les opinions. On va revenir sur les sujets habituels, on va dire, de la chaîne. On va partir sur les game plans. Et comme je vous lance à chaque fois, là, je vais partir moi sur cette partie-ci pour Jordan Zebo. Et puis vous allez pouvoir compléter. Donc, du côté de Zebo, de base, on va pas se poser la question. Tu rencontres Cédric Doumbé. Ton objectif très high level, c'est d'avoir un minimum de phases debout et un maximum de phases en grappling. Je pense que ça c'est assez clair. Même si Zebo a des grandes qualités debout, il n'est pas prêt du tout de rivaliser avec quelqu'un comme Cédric Doumbé selon moi. Donc il doit avoir un système défensif assez simple pour moi. Quand Cédric engage, lui, il doit chercher à désengager, ce qui lui demandera d'avoir de l'espace derrière lui, ou bien lutter réactivement. Pour moi, c'est ça son système défensif. Il doit pas spécialement chercher à contrer en pied-point. Il doit pas commencer à bloquer, à esquiver, à chasser, puisque c'est là où Cédric va, de par son expérience, trouver ses ouvertures, parce que tu restes dans une distance où tu peux te faire toucher sur la deuxième ou troisième frappe. Offensivement, il y a un truc que j'aime bien. J'adore la souplesse des jambes de Zebo. Il envoie son high kick arrière comme si c'était un jab. Et je pense qu'il peut capitaliser dessus, l'envoyer et puis shooter derrière. C'est ce que Thiago Moises avait fait. C'est ce que Islam avait fait contre Thiago Moises. C'est vraiment un combo que j'apprécie beaucoup. Et alors j'avais rigolé parce que je l'avais d'abord écrit. Et après, j'ai regardé le combat de Zebo contre Gadji et il le fait. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je trouve justement que l'approche stratégique de Jordan Zebo contre Karim Gadji, un ancien bon kickboxer, bah, elle était bonne. On parlait des bons low kicks et des bons middle kicks aussi de Zebo. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je trouve qu'il est contrable dessus face à un bon striker. Donc, moi, je resterai plutôt sur les armes qui vont faire lever la garde de Cédric pour shooter très bas. Et alors, j'avais mis peut-être miser sur des feintes de takedown pour aller capitaliser sur le sprawl réactif. Donc faire comme Fabricio Werdum contre Mark Hunt, feinter le takedown, remonter avec un genou sauté. Ça a finalisé le combat. Chad Mendes contre José Aldo dans la revanche, feinte du takedown, remonter avec l'uppercut. Si Aldo n'avait pas un super bon menton, ça le mettait KO. Et ça, évidemment, il faut d'abord faire respecter sa lutte pour provoquer ces sprawls réactifs. Et alors, par rapport à la lutte, c'est vraiment arrêter de faire l'aéroport, tu vois. Il faut pas faire Zebo Flight ou Airplane, je sais pas comment on appelle ça, mais tu fais une lutte simple qui va chercher à mettre au sol pour avoir un contrôle derrière. Voilà, crochetage de jambes, triangle de jambes, chercher la demi-garde et pas chercher à faire le gorille derrière avec du grand and pound. C'est d'abord chercher le contrôle et puis rester actif, mais sans grande ouverture dans les frappes parce que sinon ça va laisser de l'espace pour que Cédric puisse capitaliser là-dessus et se relever. Il ne faut pas que si ça arrive au sol, Cédric puisse se relever. Brian, est-ce que tu veux compléter ça? Alors, ouais. Moi, je pense que il y a des ouvertures debout euh, pour, euh, pour Jordan Zebo. Euh, je pense qu'il y a des ouvertures, notamment avec ses kicks, mais pas avec son kick arrière. Je pense que j'espère que Doumbé va pas écouter la vidéo et que je vais pas spoil ou des trucs comme ça, mais je pense qu'il a un très bon high kick du droit en contre et face à un droitier face à Cédric Doumbé qui envoie sa droite, qui a sa tête sur la gauche, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il va être comme ça avec son épaule et s'il envoie sa droite, toute sa face est disponible. Vous pouvez retrouver des vidéos avec Jordan Zebo qui est ici en gaucher et directement monte sa jambe droite, sa jambe avant. Il pourrait très bien contrer là-dessus. Ça rentrerait, je pense, comme dans du beurre. Je pense pas qu'il doit envoyer sa jambe arrière parce que de la même manière que Cédric Doumbé a son épaule droite devant, eh bien il a une bonne garde sur les high kicks arrière. On l'a vu sur les switch kicks de
comment il s'appelle, Title Michael Shy. Shy. Voilà, que l'épaule est devant, donc ça va être difficile de pouvoir toucher. Par contre, son côté gauche est disponible. Jordan Zebo a un très bon high kick du droit, jambe avant, donc ça pourrait bien fonctionner. Moi, j'ai noté que sur les genoux sautés en contre, je les utiliserais plutôt pour un petit peu à la Nurmagomedov. Donc plutôt pour casser cette distance, feinter, genou ciseaux sauter, replonger dans les jambes, tu vois. Donc ça ferait en 2 niveaux. Je feinte, je saute, j'avance. Ça fonctionne très bien. Nurmagomedov, il l'a popularisé et moi j'adore. J'adore. Face à un mec qui a en plus sa tête en avant, ça pourra vraiment faire remonter sa position. Bosser sur le côté gauche, donc les 3-2 pour Jordan Zebo ou les 2-3 sur une garde ouverte. Enfin les 3 c'est crochet avant. Hein. Donc rentrer crochet avant sur une garde ouverte, ça fonctionne plutôt bien. Et pourquoi pas dans ce cas-là repartir après sur un high kick arrière. Les oblique kicks, alors il appelle ça des obliques, hein. C'est lui qui appelle ça, moi j'appelle ça des snap kicks, mais à l'intérieur comme ça, vous voyez, en garde ouverte ici, aller chercher dans le corps ou ce genre de choses. Ça, je Ouais. pense que ça fait partie de l'arsenal de Jordan Zebo, ça pourrait bien fonctionner. En lutte, tu l'as dit, il faut être économe, j'irai pas chercher du grappling de la part de Jordan Zebo, j'irai chercher la garde uniquement. Contrôle garde, garder ses jambes autour de soi. Je voudrais que Doumbé soit en train de me ceinturer avec ses jambes, qu'il s'emprisonne là-dedans. Pas de demi-garde parce que je comprends pas, il gère mal sa demi-garde. Par contre, avec une garde, il peut rester frapper, trouver les contrôles, prendre ses rounds comme ça. Voilà ce que je pense. Donc ouais. Je viens de penser à une précision PFL, il y a pas de coude, même Non, pour les non, super fights. Ouais, non, donc non, pas de intéressant aussi coude. par rapport au sol. Ouais. Pas de coude. Et en lutte, je préconiserais, alors étrangement, je préconiserais plutôt de la single leg que du double. Notamment parce qu'il a un excellent sprawl. Je pense que la single leg, il va remonter très rapidement sa jambe. Donc ça le permettra de pousser à la cage et de pouvoir repartir en double leg à la cage, par exemple. Voilà un petit peu dans le panel technique que je verrais pour Jordan Zebo. Moi, je trouve que c'est Jordan Zebo qui a le plus de comment dire ça, d'adaptations à faire, mais qui a ses adaptations pourraient le plus surprendre Cédric Doumbé en fait. Nickel. Ah, avant de lancer Aldric, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur feinter la lutte, attaquer en pied-point avec un objectif lutte derrière. J'y avais pensé pendant qu'on parlait au début du podcast et c'est bien que tu le relèves parce que sinon j'allais regretter après le podcast de pas en avoir discuté. Et j'aime beaucoup ces stratégies un peu en 3 temps comme ça. Je feinte quelque chose, j'attaque réellement un autre, mais mon objectif final c'était finalement ce que j'ai feinté au début. Ça peut très bien fonctionner. Et là, maintenant que tu parles par rapport au sprawl, donc j'aime bien l'idée, on est en garde ouverte, aller chercher la single. J'arrive pas à retomber sur des combats où c'est arrivé. Je me demande si c'est pas Sean O'Malley qui avait fait ça contre Peter Yan. C'est shooter en sachant que le gars va sprawler pour directement le foutre en tortue et aller se diriger vers le dos. Donc c'est compliqué. Hein. Tu rentres en double leg et tu pars sur un duck under de côté. C'est chaud patate quoi. C'est chaud patate. Ouais, bah, enfin dans cette catégorie de poids c'est compliqué. Dans les catégories légères ça passe. Okay. Mais par contre garde ouverte, tu peux partir sur un peu un gazelle punch comme ça, avec un crochet avant, boum, et directement descendre sur la single leg et pouvoir se déplacer pour ce qu'on appelle running the pipe, le faire tomber sur le côté, ou s'il est très très réactif pour attaquer l'autre jambe. Il y a des solutions comme ça qui me semblent plus safe face à quelqu'un qui est aussi réactif. C'est une bonne idée. En plus, j'aime bien sur le crochet avant ou le gazelle punch. Comme la tête de Cédric est sur la droite, il va d'abord penser à la bouger sur la gauche sur ce moment-là et ça va libérer aussi l'accès à sa jambe avant. Aldric, est-ce que de ton côté, tu as plus à dire par rapport à la stratégie à aborder du côté de Jordan Zebo? Je te laisse compléter ça et puis tu peux aussi partir sur ce que tu avais noté, toi, pour Cédric Doumbé, comment aborder ce combat. Ouais.
j'aime bien ce que j'entends et je suis juste pas tout à fait d'accord sur la temporalité. Je m'explique un petit peu. Je pense que au début du combat, tout du moins, Doumbé représente vraiment un danger par rapport à ses frappes. Et je mets un petit bémol quant à sa préparation physique. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un mec qui met beaucoup d'intensité dans sa prépa et ça expliquerait pourquoi il y a des problèmes de poids à chaque fois. Et je pense que c'est la win condition principale, c'est ça. La différence de durabilité et de congestion musculaire entre les deux athlètes, elle peut manifester une différence. Donc je vois ce combat. Alors je suis d'accord sur les feintes, elles sont essentielles puisque on sait que Cédric a un capital frappe hyper puissant et peut mettre fin au combat à tout moment. Donc les feintes sont essentielles pour moi, mais moi je verrais plus une win condition avec un BJ Penn, Georges Saint-Pierre. J'invite les gens qui n'ont pas vu ce combat, je pense qu'il est même disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'UFC, mais je pense que Jordan, c'est un garçon qui fait l'effort de se préparer plus que correctement en termes de prépa physique. Et moi, je vois bien des longues phases de cage control destinées à fatiguer la ceinture scapulaire de Cédric et surtout pour pouvoir boxer derrière, il faut qu'il y ait moins de danger. Et je pense que s'il passe un round à le grinder contre la cage, je pense que le capital punch de Doumbé va très très nettement baisser parce que je reste pas persuadé à 100%. Ça, il y a que les gens de son nouveau club, puisque pareil, sur une carrière très jeune comme ça, c'est rare de changer de team aussi rapidement. On sait qu'il est passé de SBG à Hatch Academy, qui sont deux très grands clubs, mais est-ce que c'est parce qu'il y a des soucis organisationnels dans sa prépa? Est-ce que c'est lui qui fait pas le travail correctement? Est-ce que c'était l'envie de changer? Ça, pareil, on peut pas répondre. Mais dans tous les cas, moi, je capitaliserai là-dessus avec essayer d'instaurer une fatigue au niveau de sa ceinture scap, de ses épaules, pour pouvoir après sortir de la boxe. Et effectivement, c'est pour ça que je vous dis, je rejoins Brian et toi à 100%, mais pas tout à fait au niveau de la temporalité. Je suis pas sûr que Zebo puisse faire ça sur un Doumbé frais. Parce que. Ah oui, non, moi je te rejoins à 100% là-dessus, ouais. Ouais. C'est super intéressant. Maintenant que tu le dis, c'est très juste d'essayer d'aller fatiguer Cédric Doumbé. Ce qui est paradoxal, parce que j'ai quand même le souligné, Cédric Doumbé en a déjà parlé dans beaucoup d'interviews, notamment sur son passage dans le Joe Rogan, que en tout cas dans sa carrière kickboxing, il était en mode 90% prépa physique, 10% prépa kickboxing. Donc on aurait tendance à dire, en tout cas dans sa carrière kickboxing, ça lui a jamais posé problème, mais le MMA c'est pas le kickboxing et Ouais, là j'ai l'impression que sa prépa a complètement changé. Il est novice en MMA, donc je pense qu'il met beaucoup, voilà c'est ça, et il met beaucoup l'accent sur la partie MMA, ce qui fait que par rapport à avant, il délaisse automatiquement la partie conditionnement, on va dire, et en plus de ça, il y a clairement des soucis de gestion de diète qui ne doivent pas l'aider à être en forme optimale pour le moment en tout cas. Et encore une fois, quand on fait des analyses, nous on peut regarder que ce qu'on voit dans la cage, éventuellement sur Instagram, etc. Mais il y a des inconnus qui peuvent tout changer à notre analyse. Ça se trouve, ça fait 4 mois qu'il s'y met à fond sur la diète et on va voir un nouveau visage avec quelqu'un qui est capable de tenir 15 minutes à haute intensité. Mais voilà, d'après ce qu'on a vu, son cardio MMA n'est plus le même que ce qu'on a pu voir dans sa carrière en kickboxing. Et même son physique en général. Je te dis que je me suis focus sur le MMA, mais moi j'étais fan de l'athlète au Glory et c'est pas le même physique du tout. Et aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, ton physique, il représente quand même une grosse partie de ton travail. Voilà, c'est mon avis. Et pour le moment, je vois pas un énorme travail de prépa physique. Et en tout cas, moi, je serai le coin et le clan Zebo, je capitaliserai là-dessus. De toute façon, avoir un combat plus safe. Parce que si tu fatigues pas ce mec, il reste dangereux. Je pense qu'il a 6-7 minutes de dangerosité extrême. Et quitte à faire un premier round pourri et être sifflé même, je pense que ce premier round doit être du grind et du rouleau compresseur pour pouvoir après envisager le 2 et 3 plus sereinement et pouvoir développer ton jeu. Victoire avant la performance, ça c'est typiquement le conseil à donner à Jordan Zebo. Du côté de Cédric Doumbé, Aldric, qu'est-ce que tu as comme approche stratégique ou comme conseil de game plan?
ce qu'il avait commencé à faire contre Klimas me plaît, sous réserve qu'il mette plus l'accent sur le déplacement, parce qu'on sentait qu'il voulait montrer ses capacités en lutte. Tu sais, il y a des combats où il a voulu nous montrer des choses à ce niveau-là. Et je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille faire du tout contre Jordan, qui est très puissant, encore une fois. Pareil, hein, Klimas, c'est un vrai 77, ça je reviens pas là-dessus. Mais en termes de fat, en termes de pourcentage de masse grasse et tout, c'est pas un 67 high level. Il faut être, quand tu vois la shape, la forme physique de Pavel Klimas, c'était un petit peu gras, c'est pas opti. Jordan, on peut dire ce qu'on veut. Là-dessus, on est niveau UFC d'ores et déjà. En termes de physique, de capital physique, de puissance et de masse grasse, on est au niveau des meilleurs Walter UFC. Donc, je pense que les feintes également, parce que tu sais que sur un mec qui veut te cadrer et qui veut te grinder, c'est bien de feinter. La gestion du clinch pourrait peut-être essayer de ramener ça un peu comme le fait Cyril Gane à un clinch Muay Thai où Cédric est pas mauvais quand même si c'est pas sa spécialité. Et bien sûr, capitaliser sur la boxe anglaise et sur les ouvertures qu'il peut y avoir, parce que Jordan reste très perfectible dans ce domaine-là, encore une fois. Très bien. Moi, j'avais noté en plus, pour reprendre ton expression de hier, hein, c'est envoyer des signaux sur le tunnel de lutte, parce que forcément, tu dois t'attendre à ce que Jordan veuille shooter, et donc tu dois lui envoyer des signaux comme quoi il y a un danger s'il shoot. Donc on a vu un Cédric Doumbé qui a d'excellents coups de genou à distance, donc montrer son coup de genou. Ça reste plutôt un boxeur, comme on l'a dit plus tôt dans le podcast, donc je le vois pas envoyer des front kicks et ce genre d'armes. Par contre, l'uppercut, clairement, il doit aussi le montrer. Envoyer des body shots, hein, ça gêne toujours les lutteurs quand tu vises un peu plus bas. Tu avais parlé du cercle du nombril, viser cette zone-là. Et puis les 3 points que j'avais notés en premier, c'est Grand Islava, pour reprendre l'expression qu'on a déjà dite avant, lourd sur sa jambe avant, mais ça il le fait par défaut. Brian, tu as bien expliqué en quoi ça pouvait être un avantage face à quelqu'un qui essaie de te lutter. Je vais pas revenir sur l'explication. Et j'avais mis pression et cadrage, ne pas hésiter à travailler en shift. Je pense que face à quelqu'un qui vient plus, là tu l'as souligné plus tôt dans le podcast, Brian, qui a un background en karaté. Karaté, c'est assez linéaire. Alors je sais, Aldric, tu as dit que maintenant son jeu commence à se développer sur du multidirectionnel. Il n'est pas uniquement linéaire, mais quand tu as un background qui est autant linéaire, je pense que sous pression, tu vas avoir des déplacements latéraux qui sont pas super efficaces. Et je pense que face à quelqu'un qui est capable de te foutre la pression, de te cadrer et en plus de travailler en shift, donc de passer de gaucher à droitier, de droitier à gaucher pour venir te cueillir, c'est très intéressant. Et donc ça, c'est un point que j'avais relevé dans la carrière kickboxing de Cédric Doumbé. Il y a un truc, je vais pas dire inexplicable, mais Cédric Doumbé, peu importe comment ses pieds sont positionnés au sol, il est capable de frapper, il est capable Très d'avoir fort, une ouais. bonne stabilité et il est capable de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Ça a fait, je vais pas dire que ça a fait tout son jeu en kickboxing ni toute sa carrière, mais c'est compliqué de faire face à quelqu'un qui peut te frapper n'importe quand dans le combat, peu importe comment sont ses pieds. Je pense que le seul comparable en MMA, c'est peut-être Dustin Poirier, hein, qui a vraiment ce truc où même si ses pieds sont perpendiculaires à l'adversaire, il va être capable de générer des gros crochets et des gros uppercuts. Et voilà, en boxe anglaise, tu as tout ce qui est D'Amato Shift venant de Mike Tyson. C'était aussi quelqu'un qui était capable d'envoyer des frappes un peu sans être spécialement gaucher ou un droitier. Peu importe l'angle où se trouve son adversaire, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, il doit utiliser ça comme une force dans son cadrage par rapport à Jordan Zebo. On termine sur toi, Brian. Game plan. Je vous rejoins, hein, je pense que Cédric Doumbé doit faire du Cédric Doumbé, hein, clairement, il doit arriver en boxe anglaise. Je sais pas si je pense pas qu'on l'ait dit, mais je pense qu'il doit mettre la pression. Par contre, je pense que ce qu'il faut, c'est mettre Zebo sous pression. Est-ce que alors sur cette question, ça c'est vraiment la question que j'ai, et je trouve qu'on manque d'informations sur. Il me faudrait plus d'informations, de le voir tourner à la salle, mais presque à pas respecter la lutte, tu vois, à rentrer dedans. Je pense que Zebo, sous pression, en anglaise, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture, et il pourrait se faire salement connecter, très rapidement d'ailleurs. Très rapidement, je pourrais le voir se faire connecter. Donc,
Je pense que ça sera pas, c'est pas ce que va chercher la team Doumbé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il doit mettre de la pression, il doit pas chercher à contrer en reculant, et mettre de la pression, ça lui permettra d'être un petit peu hors de distance des kicks. Moi, je pense que Zebo a des très bons kicks, et donc voilà. Je Ouais, partirai là-dessus. Et alors, ce que c'est- j'aimerais bien le voir, on l'a vu ici, on l'a vu un petit peu dans les vidéos euh, avec Parnasse, avec Saladin Parnasse, c'est qu'il va chercher ce que j'appelle des knee picks, d'aller chercher une jambe et de refrapper avec sa droite en arrière. Donc, il bosse relativement bas et il va sélectionner euh, une feinte au niveau de la jambe, juste en tendant le bras, et puis renvoie sa frappe derrière. Ça, j'aime beaucoup. On le travaille énormément. Et alors, en garde ouverte, c'est encore plus incroyable parce que bah, la jambe avant est beaucoup plus disponible et on n'est pas obligé de croiser en fait pour frapper, tu vois, vu qu'elle est dans l'axe. Et donc ça pourrait être des choses qui pourraient perturber Zebo, quoi, d'avoir ici des feintes vers le bas, boum, et frapper derrière. Mais voilà, je pense qu'il doit rester en anglaise. ouais, c'est en termes de distance, je pense que Zebo, ça va être karate range évidemment, kicking range ou bien all the way in, clinch et grappling. Mhm. Du côté de Cédric, là où il sera le plus performant, c'est sur un boxing range. Et quand tu as cette dynamique où tu as un seul range qui est plus efficace pour toi par rapport aux quatre disponibles, la pression, c'est le plus important parce que si tu empêches ton adversaire de désengager et de récupérer un kicking ou un karaté range, c'est très intéressant. En plus, on le sait, mettre un kicker sur son pied arrière, mettre un lutteur sur son pied arrière, c'est là où il sera le moins efficace dans ces deux objectifs. Et donc, ça peut paraître plus risqué parce que ouais, si je lui mets la pression, je me rapproche, il a plus facilement accès à mes hanches et à mes jambes. Mais le fait d'être sur le reculoir, c'est encore pire. C'est ça. Donc, je te Mhm. rejoins à 100%. Même si ça paraît risqué de le faire, c'est le moins risqué pour Cédric d'être sur le pied avant et sur un objectif de pression. Aldric, Et est-ce que tu as quelque... Oui, vas-y, Brian. et donc ça rejoint ce que disait Aldric au début, et qui me rassure aussi sur le côté sur le clan Zebo, c'est que Aldric disait que Jordan Zebo avait beaucoup progressé dans ses déplacements, et je pense que ça va être très très important dans 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 ce combat-là. Si Jordan Zebo se déplace bien, si Cédric Doumbé vient lui mettre de la pression. Ouais, bah moi j'avais pression du côté de Cédric et qu'est-ce que j'avais écrit pour Zebo? J'avais mis garder de l'espace derrière lui, ce qui lui Ouais. permet dans un système défensif de pouvoir désengager, ce qui devrait être son objectif numéro un. Aldric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, tu as vu, j'ai été très interrogatif pendant ce podcast et je vais terminer par pareil, quelques questions auxquelles on n'a pas la réponse et qui, je pense, qui seront très déterminantes pour ce combat. Donc, on a dit tout à l'heure, qui sera dans le coin de Jordan Zebo? Bon, je pense avoir une réponse partielle. Je pense qu'on verra Commandé et Ouais. sûrement un gars d'Infinity. Mais par contre, qui sera dans le coin de Cédric Doumbé? Est-ce que c'est son coin habituel et auquel cas il aurait fait juste son camp à la hatch? Est-ce qu'on aura Arnaud Templier? Est-ce qu'on aura Stéphane Chaudry? On ne sait pas. Je pense que ça va être son monteur vidéo qui sera dans le coin, parce qu'il est vraiment très très fort. Mais tu sais, c'est important quand même parce que c'est vrai qu'Arnaud Templier, moi, c'est un garçon que je connais pas, hein, mais que je respecte beaucoup, notamment sur les game plans. Et donc, il y a plusieurs interrogations là-dessus. Euh, la team, le coin qui peut être déterminant. Et effectivement, je pense qu'on aura la réponse à cette question le 30 et le game plan, encore une fois, et l'état de forme pour terminer. Euh, parce que les qualités, voilà, on sait que le gars est un des meilleurs boxeurs de la planète. On sait que le petit, c'est un petit très prometteur qui a déjà une solide expérience et qui s'entraîne tous les jours et qui dort à la salle. Pour le reste, game plan et surtout état de forme, ben, je pense que ce seront les, 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 vraiment les faits déterminants du combat. Moi, je te cache pas que j'aimerais bien voir un all-in avec un gros round de grind pour voir comment ça réagit en face. Mais on verra ce qu'on voit samedi 30 au soir. Nickel. Eh ben, on va passer au prono. Alors, on sait que ça va être très très difficile à donner parce qu'on essaie de donner de la nuance pendant plus d'une heure et puis là, on doit partir un peu plus sur du noir et blanc. Et j'hésite à donner les préférences parce que on risque de se faire jeter dessus après. Mais j'ai me lancer moi parce que voilà, j'ai donné un 60-40 pour Cédric. Donc, je le vois l'emporter de nouveau par
par finish sur une frappe au corps, euh, ouais, avec un KO qui commence sur un crochet au foie ou quelque chose comme ça. Je sais que je m'égare dans un prono très spécifique et risqué, mais ça fait partie du jeu. Par contre, voilà, comme on a pu le nuancer pendant tout le podcast, je vois aussi des beaux chemins vers la victoire pour Jordan Zebo, donc je serais pas du tout surpris de le voir gagner. Mais là, on est à l'heure de donner les pronos, donc c'est là le scénario le plus probable, selon nous, et donc selon moi, le scénario le plus probable, ce serait une victoire de Cédric Doumbé. En termes de préférence, je vais un peu couper l'herbe sous le pied à Brian. J'ai une préférence sur une performance. Ici, dans ce combat-là, typiquement, j'ai pas une préférence sur qui gagne, j'ai une préférence sur comment celui qui a gagné a gagné. Donc, j'ai envie de voir quelqu'un de bien préparé, avec une belle approche stratégique et quelqu'un de fit pour prouver qu'il a sa place au PFL ou dans une autre promotion. Donc ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la performance. Honnêtement, je connais pas très bien Jordan Zebo. Je respecte le combattant qu'est Cédric Doumbé. J'aimerais les voir tous les deux évoluer dans leur carrière pour faire monter le MMA français de manière générale. Mais j'ai vraiment, je le dis sincèrement, c'est pas pour après me dire ouais, t'as eu peur de te positionner. Non, j'ai sincèrement pas de préférence et le fait que je sois plutôt neutre, c'est pas parce que j'adore les deux, c'est parce que je suis neutre par rapport aux deux. Je respecte les deux en tant que combattant, mais je suis pas encore, je suis pas ultra fan des deux comme je peux l'être d'autres combattants. Donc voilà, j'ai plus une préférence sur qui nous offrira la plus belle performance. Brian. Mon prono. Alors, moi, je vois Cédric Doumbé l'emporter à la décision. Je pense que ça va être difficile de, je sais pas. Enfin, je vois la possibilité d'un KO et tout, mais je vois plutôt Cédric Doumbé l'emporter avec des frappes plus puissantes. Euh, je vois une décision. Mais en gros, sur ce combat-là, je pense qu'on va être servi. Je pense que ça va être chouette. Je pense qu'il y a plein d'inconnus, comme on l'a dit, et ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'il y aura des phases où ça va être vraiment chaud d'un côté comme de l'autre, entre guillemets, mais je verrai plus une décision sur ce combat-là. Et comme je l'ai dit, je vois un léger avantage pour Cédric Doumbé. Pour ma préférence, bah écoute, tu me coupes pas l'herbe sous le pied. Sur ce combat-là, par contre, je soutiendrai Jordan Zebo. Je préférais le voir gagner. Pour quelle raison? Parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est lui qui devra faire le plus d'adaptation sur ce combat. Euh, j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien l'énergie qu'il a. Je trouve, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très gentil, très souriant, et euh, et voilà. Et puis c'est comme ça quoi. Mais bon, c'est pareil. Si Cédric Doumbé l'emporte, bah ça va être super intéressant pour la suite quoi. Ça va être Mais super intéressant pour la suite, pour le voir avec un niveau supérieur et tout. Mais en tout cas, là, cette fois, je me positionne. Pas que j'aime beaucoup le sportif qui est Cédric Doumbé, mais en tout cas, sur ce combat, euh, j'ai envie de voir le sourire de Zebo à la fin, quoi. ouais, mais c'est vrai qu'il a un sourire qui est très nature, très sincère. Ouais, j'aime beaucoup. Un élément qu'on peut rajouter aussi pour peser la balance de la préférence, c'est que quoi qu'il arrive, Cédric Doumbé a sa place dans le tournoi PFL l'année prochaine, qu'il gagne ou qu'il perde ce combat. En fait, non, je dis ça avec des pincettes. J'ai l'impression que j'ai entendu ça quelque part. Euh, Donc, par rapport à ça, on pourrait préférer une victoire de Zebo parce qu'en fait, la suite de la carrière de Cédric, peu importe le résultat, on la connaît, c'est le mm, tournoi mm, mm. PFL dans la saison 2024. Aldric, de ton côté? Pronostic Jordan à la décision. Parce que je rappelle, hein, c'est un 3 rounds, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Mm, En tout mm, cas, mm. c'est comme ça que Tapologie l'a annoncé. Donc voilà mon pronostic, Jordan Zebo, décision 29-28. Je pense il va réussir à trouver le chemin pour prendre 2 rounds. Et mon souhait, Jordan par KO. Avec, Toi, t'as avec un envie, petit, avec un petit kick jambe avant en contre, hein, ce serait beau, hein. jambes avant, comme ça, on pourra dire on l'a dit. Non.
Et ouais, bah en fait, ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre une potentielle session van en cas de défaite de Cédric Doumbé. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait, par contre, dans une défaite de Cédric Doumbé, c'est voir sa réaction après la défaite, parce que j'en ai souvent parlé. Un gars comme Conor McGregor, c'est absolument incroyable parce qu'il fait tout ce trash talk en amont. Et dans la défaite, il est tellement humble. Mm. On est Diaz, enfin, quand il prend le micro après ses défaites, à part contre Dustin Poirier la dernière fois. Your wife is in my DM ou je sais plus trop quoi. Il était plutôt respectueux dans ses défaites après Nedia, j'ai bien aimé. Et donc, j'en ai déjà parlé dans un podcast avec John. S'il perd, c'est la voie à suivre. C'est vraiment la voie de, bah voilà, c'est le sport. Il a été meilleur que moi aujourd'hui. Et tu vois, revenir dans un personnage très humble et puis repartir sur une communication comme il le fait habituellement. Ah ouais, moi c'est vrai. Par contre, c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse, la session van s'il perd. Ah non, franchement, Je- euh, si Doumbé perd, je pense qu'enfin voilà, il faut se rappeler que qu'il est là pour vendre, pour faire les choses et respecter. Je pense que ça reste un excellent combattant, excellent athlète. Moi, je pense qu'il a influencé beaucoup de combattants et qu'il va influencer beaucoup de combattants. Il faut le respecter pour ça. Je crois que c'est vraiment important. En tout cas, moi, je trouve que techniquement, il y a plein de choses à prendre chez lui. Bah, Mm. je pense que tout le monde aura des petits sourires sur la session van parce qu'il y aura des trucs de très bas niveau qui vont être un peu Oh, cringe, mais il y a des gens qui vont envoyer du lourd et ça nous fera quand même on verra, un je suis peu pas rigoler. sûr. On va être honnête. On verra. Allez, ça va être chiant parce que tu dis, bon, c'est un athlète, certes, il se met face au mur et il se met à risque par rapport à ça, donc voilà, mais il y aura d'office des gens qui vont trouver des manières un peu fines de jouer là-dessus et ce sera authentiquement rigolo. Après, On verra. la masse de la session van Je, fera pen- peut-être je, un peu mal humainement, ouais, mais je pense que ça sera vu le niveau Twitter quand c'est dans ces moments-là, je pense pas que ça sera très fun. ouais, non, non, Enfin bon, c'est peu clair que importe. dans l'ensemble et dans la majorité, ce sera pas marrant, mais il y aura deux, trois tweets qui passeront bien, je pense. On verra. T'as préparé des tweets déjà? Non, non, moi pas. Moi, je ferai pas partie de la session van. Pas Non, du tout, ça du va. tout, du tout. Merci les gars. On a presque battu un record, voire battu un record. Comme on l'a enregistré en 2 fois, je vois pas la durée totale, mais je pense qu'on a dépassé l'heure quart ici. Donc merci Mm. pour votre énorme préparation. Merci pour le partage totalement transparent, sans avoir peur de dire les choses. Euh, Belle journée à tous. Et merci à tous d'avoir suivi jusque-là. L'abonnement, le commentaire, le like, vous connaissez maintenant. À très vite. Ciao.